Au cœur du vieux Sud, là où le coton régnait en maître, l'histoire d'une femme fut forgée dans le feu et murmurée par le vent pendant un siècle. Anna Grayson était esclave, ses mains entretenaient les lampes de la maison de pressage du coton, son avenir enchaîné. Mais une nuit, alors que les flammes s'élevaient vers le ciel du Mississippi, elle disparut. Lorsque la fumée se dissipa, il ne resta qu'une seule clé de fer encore tiède. On disait qu'elle n'avait pas brûlé, qu'elle s'était échappée. On disait qu'elle avait ouvert elle-même la porte de sa liberté dans l'enfer de cette nuit-là. Mais que s'était-il vraiment passé avec Anna de Natchez? Avant de continuer, abonnez-vous pour me faire plaisir, et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Le souvenir de la clé, reposant intacte sur un lit de cendres noires, s'effaça dans l'éblouissante lumière d'un après-midi d'été, sur la plantation Beaumont en 1842, juste à l'extérieur de Natchez, au Mississippi. L'air y était un poids physique, une couverture étouffante saturée des odeurs de terre humide, de coton en fleurs et du sel omniprésent de la sueur humaine. C'était le monde de Anna Grayson. Elle s'y mouvait avec une intensité silencieuse qui démentait les chaînes visibles et invisibles qui la liaient à lui. Femme d'une trentaine d'années, elle n'était pas définie par sa servitude, mais par la lumière farouche et observatrice de ses yeux, une lumière qu'elle dissimulait soigneusement derrière un masque de soumission feinte, qu'elle portait comme une seconde peau. Ses mains, calleuses à force d'un travail acharné, bougeaient avec une grâce délibérée, presque révérencieuse, tandis qu'elle s'occupait du potager près des quartiers des esclaves. Chaque mauvaise herbe était arrachée avec précision, chaque feuille de chou-vert examinée avec une attention inébranlable. Le soleil frappait son dos, non comme une chaleur bienfaisante, mais comme la manifestation physique de sa servitude, une pression constante et lourde. Ses pensées, silencieuses, coulaient comme un fleuve sous la surface impassible de son visage. Elle voyait les années passées s'étendre derrière elle, un paysage plat et sans relief fait de servitude, et celle à venir lui semblait identique. C'était une lassitude qui allait jusqu'aux os, une colère refoulée qui bouillonnait juste sous la surface, une chaleur intime et dangereuse. Le bourdonnement monotone des cigales était le battement de cœur de la plantation, un rythme continu ponctué par l'appel lointain et plaintif d'un bateau à vapeur descendant le Mississippi. Un vieil esclave, Elias, s'interrompit dans son travail non loin d'elle. Ses yeux se posèrent sur le grand fleuve boueux visible entre deux arbres. Le courant est fort aujourd'hui, Anna, dit-il d'une voix grave. Il emporte les choses vite. Anna ne leva pas les yeux du sol noir, ses doigts pinçant habilement un insecte sur une tige de tomate. Parfois, le courant est le seul moyen de se purifier, répondit-elle d'un ton calme, presque anodin. C'était un langage qu'ils comprenaient tous deux. Une reconnaissance codée d'un rêve partagé, d'un espoir dangereux vivant dans les espaces entre les monts. Elias hocha lentement la tête, confirmation silencieuse de leur lien, puis s'éloigna, laissant Anna seule dans le lourd silence et la pesanteur du dimanche. Au crépuscule, lorsque le ciel se teinta de pourpre et d'orange, le devoir principal de Anna commença. Elle marcha vers la maison de pressage du coton, une structure caverneuse qui se dressait comme une bête de bois gigantesque à la lumière des clignantes. C'était un lieu de puissance immense et de danger tout aussi grand, le cœur de la richesse de la plantation et le symbole même de sa cruauté. L'air à l'intérieur était épais de l'odeur de graisse, de coton brut et de vieux bois sec. Au centre de la pièce se dressait l'immense presse à vis en bois, une machine d'une force terrifiante, dont l'ombre s'étirait, longue et déformée, dans la pénombre. Sa tâche consistait à remplir et entretenir les lampes à huile, ces petits soleils qui permettaient à l'équipe de nuit de travailler jusqu'à l'aube. Ses gestes étaient méthodiques, perfectionnés par des années de répétition. Elle nettoyait la suie des verres jusqu'à ce qu'ils brillent, taillait les mèches avec une main sûre, et remplissait soigneusement les réservoirs d'huile de baleine. Chaque geste était précis, mesuré, un petit rituel d'ordre dans un monde de chaos. Mais tandis que ses mains s'affairaient, son esprit vagabondait ailleurs. Elle ne voyait pas seulement les lampes, elle observait le bâtiment lui-même. Ses yeux suivaient les lignes des poutres sèches et fendues, notaient les amas de peluche de coton hautement inflammables qui s'accumulaient dans les coins, ignorés du contremaître. Elle sentit la brise du soie glisser à travers les interstices des murs de bois, un courant capable d'alimenter une flamme. Elle songea au feu, non comme à une simple force destructrice, mais comme à un outil de transformation, un agent de purification. Dans son esprit, elle le vit, une étincelle minuscule, une flamme naissante léchant le bois sec, dévorant peu à peu la structure même qui incarnait son esclavage, point son travail la mena vers un coin sombre, près d'une pile de balles de coton vide. Ses mouvements restaient fluides, ne trahissant rien, mais son but venait de changer. Ses doigts trouvèrent une planche de plancher desserrée, qu'elle avait repérée des mois plus tôt. La soulevant,
Elle plongea la main dans l'espace obscur en dessous et en retira un petit objet lourd, enveloppé dans un morceau de tissu rugueux. En le dépliant, elle révéla une lourde clé en fer ouvragé. Elle n'avait rien de commun avec celle de la plantation. Son dessin était complexe, étranger. C'était son secret, le symbole tangible d'un plan qu'elle avait méticuleusement élaboré depuis des mois. Depuis des années, elle la serrait parfois dans sa paume, sentant son poids froid et solide, contraste saisissant avec la chaleur étouffante de la maison de pressage. C'était une promesse, une clé pour une serrure qu'elle n'avait pas encore vue, un avenir qu'elle était déterminée à bâtir. Sur la vaste véranda fraîche de la maison principale, le maître Beaumont faisait tournoyer le liquide ambré dans son verre. C'était un homme dont la richesse héritée ne parvenait pas à masquer la faiblesse de caractère. Une mollesse soutenue par la brutalité inflexible de son contremaître, un homme nommé Croc. Croc se tenait à ses côtés, silhouette austère dans l'obscurité croissante, sa présence aussi affûtée et précise qu'une lame fraîchement aiguisée. Leur conversation s'échappait dans la nuit, une discussion banale sur des vies humaines traitées comme des biens. Le prix du coton va monter, dit Beaumont, sa voix légèrement pâteuse. Nous devons faire tourner la presse jour et nuit. Pas une seule balle ne doit être perdue, Croc. Pas une. Ne vous inquiétez pas, monsieur, répondit Croc d'un ton plat, sans émotion. Je les ferai travailler. Un peu de persuasion suffit. Ils connaissent le prix de la paresse. Son regard dériva vers la lueur lointaine de la maison de pressage. Son expression demeurait illisible, sauf pour la froide certitude dans ses yeux. La scène était glaçante dans sa banalité, un rappel brutal du déséquilibre immense de pouvoir qui gouvernait leur monde, de la menace constante et silencieuse de la violence suspendue au-dessus de Hannah et de toutes les âmes de la plantation. C'était cette cruauté ordinaire, cette possession absolue de sa vie, qui rendait l'évasion non pas un simple désir, mais une nécessité brûlante, désespérée. Plus tard, au cœur de la nuit, la maison de pressage vibrait de la lueur vacillante des lampes que Hannah avait allumées avec tant de soin. L'équipe de nuit, accablée de fatigue, alimentait sans relâche la presse insatiable, la grande vis tournant avec un gémissement sourd, compressant le coton brut en balles denses et précieuses. Hannah était censée dormir dans sa cabane, sur sa paillasse mince. Mais elle n'y était pas. Une ombre se détacha de la noirceur plus profonde des bois, avançant avec une grâce silencieuse et maîtrisée. C'était Hannah. Un petit paquet serré dans sa main. Elle utilisa les connaissances accumulées au fil d'innombrables nuits, les anglements des patrouilles, les zones d'ombre projetées par les bâtiments annexes pour revenir vers la maison de pressage, invisible, inaudible. Elle trouva un endroit isolé à l'arrière du bâtiment, là où le mur rejoignait la fondation, enfoui sous un enchevêtrement de mauvaises herbes. Son cœur battait à tout rompre contre sa poitrine, rythme frénétique de peur pure et d'exaltation sauvage. C'était le moment, le point de non-retour. De son paquet, elle sortit une petite boîte à amadou et un sachet soigneusement préparé de matière inflammable, un mélange de mousse séchée et de chiffons imbibés d'huile. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa résolution était d'acier. Elle regarda une dernière fois la grande structure de bois, non pas avec haine, mais avec un but froid et lucide. C'était une cage, et elle s'apprêtait à y mettre le feu. Elle frappa le silex contre l'acier. Une étincelle, puis une autre. La troisième prit. Une petite flamme vacilla dans l'obscurité. Si petite, si fragile. Et pourtant, elle contenait le pouvoir de tout changer. Avec un soin infini, Hannah déposa la flamme dans une épaisse accumulation de bourres de coton et de copeaux de bois qu'elle avait remarqué plus tôt, dissimulés près d'un pilier porteur. La flamme hésita un instant, minuscule point de lumière dans l'immense obscurité. Puis, avide, elle s'empara du combustible. Elle grandit, s'étira, virant du jaune à un orange affamé. Hannah ne resta pas pour regarder. Elle ne s'attarda pas à contempler les fruits de son acte désespéré. Elle se retourna et se fondit dans la nuit. La lourde clé de fer serrée contre sa paume, son poids glacé était la seule réalité dans un monde sur le point d'être dévoré par les flammes derrière elle. Les premières lueurs d'une aube artificielle commencèrent à danser sur le ciel du Mississippi. Une heure suffit pour que cette aube surnaturelle devienne un enfer rugissant, forgé par la main de l'homme. La nuit fut brisée non par le tonnerre, mais par un cri humain paniqué, bientôt rejoint par d'autres. Un hurlement éperdu, au feu. Le ciel au-dessus de la plantation Beaumont, quelques instants plus tôt encore paisible et constellé d'étoiles, devint un spectacle terrifiant de rouge sang et d'orange violent. L'incendie était une créature vivante, une bête monstrueuse dont la voix rugissait et crépitait, sa fin était ponctuée par le gémissement sinistre et le craquement sec des poutres qui s'effondraient. La grande vis de fer de la presse, chauffée jusqu'à devenir rouge terne, céda enfin dans un hurlement assourdissant de métal torturé, un cri qui résonna comme la plainte même de la plantation mourante. Une pluie d'étincelles, semblable à un essaim de lucioles furieuses, dériva dans l'air épais et enfumé,
portant la menace du feu bien au-delà de la maison de pressage elle-même. La chaleur était un coup physique, une onde qui traversait les champs, palpable, brutale, terrifiante. Même sur la véranda de la maison principale, la chaleur fit suer les vitres de condensation. Dans les quartiers des esclaves, on s'éveillait en sursaut, sortant des cabanes dans une confusion de peur et de stupéfaction. Leur symbole d'oppression, la machine même de leur misère quotidienne, était dévorée par une force plus grande que tous les fouets des contremaîtres. Crow, le visage fermé, était déjà sur les lieux. Sa voix, un rugissement tonitruant, tentait d'imposer un ordre à une situation devenue incontrôlable. Il força une file d'hommes et de femmes à former une chaîne de sauts dérisoires. Leurs maigres offrandes d'eau sifflées en vapeur crachaient jetées dans une fournaise. Ils bougeaient avec l'urgence de la peur, leur corps obéissant aux ordres de l'intendant. Mais sous cette obéissance, un courant dangereux exaltant circulait entre eux, dans des regards écarquillés et furtifs. Ils voyaient le feu consumer la richesse de leur maître. Ils voyaient l'instrument de leur souffrance se changer en cendres. Et au cœur même de cet enfer destructeur, une minuscule graine d'espoir venait d'être semée dans le sol stérile de leur vie. Maître Beaumont, le visage blême, mélange de fureur et d'incrédulité totale, surgit de la maison principale. Sa chemise de nuit en soie, d'un prix exorbitant, flottait autour de ses genoux comme un linceul. Il resta debout, silhouette découpée devant l'incendie, un homme contemplant son royaume en flammes. Sa bouche s'ouvrait et se refermait sans émettre un son, incapable de comprendre l'ampleur du désastre. Le soleil se leva le lendemain sur une scène de ruines bibliques. La lumière, douce et dorée, contrastait cruellement avec la laideur qu'elle dévoilait. Là où se dressait autrefois la puissante maison de pressage, il ne restait plus qu'une ossature calcinée, ses poutres noircies tendues vers le ciel comme des doigts squelettiques. Une montagne de cendres fumantes gisait en son centre, exhalant encore de minces volutes de fumée grise dans les frais du matin, pour l'atmosphère était lourde de l'odeur âcre du bois brûlé, du coton calciné et de la ruine financière. Une senteur qui piquait les yeux et s'accrochait au fond de la gorge. Beaumont et Crow se tenaient devant la dévastation, deux silhouettes silencieuses face au désastre. Beaumont, qui avait crié pendant des heures, était à présent étrangement calme. Ses yeux, grands ouverts, portaient le vide d'un homme brisé. Il fit le tour des décombres, donnant des coups de pied dans un morceau de métal tordu, l'esprit s'affolant à calculer inutilement l'étendue de sa perte. « Mon Dieu, Crow » souffla-t-il enfin d'une voix rauque, à peine audible dans le vent. « Tout est perdu. La presse, le coton. Des années de travail réduites en cendres. Cela va me ruiner. On parle de dizaines de milliers de dollars, envolés, partis en fumée. » Il se tordait les mains, le visage tordu en une expression pitoyable d'apitoiement. Crow ne le regardait pas. Ses yeux, plissés, scrutaient les débris avec une précision froide et méthodique. Il ne voyait pas des profits perdus. Il voyait une méthode. Le feu avait commencé bas, et à plusieurs endroits à la fois conçu pour affaiblir les structures et assurer un effondrement total. C'était l'œuvre de quelqu'un qui connaissait intimement le bâtiment. Son attention n'était pas sur la perte d'argent, mais sur la cause. C'était un homme qui comprenait les lois du travail et du châtiment, de la cause et de l'effet. Et cet effet-là était trop grand, trop parfait pour avoir une cause simple. « Les incendies arrivent, monsieur », dit Crow d'une voix grave, menaçante, qui coupa court aux lamentations de Beaumont. Mais ils ne commencent pas de même à 3 endroits différents. Quelqu'un a fait ça. Et nous le trouverons. Ces mots restèrent suspendus dans l'air enfumé, une promesse plus glaciale que la brise du matin. 1 heure plus tard, cette promesse trouva une cible. Le comptable, un homme nerveux aux doigts tachés d'encre, se tenait devant les esclaves rassemblés, appelant le registre. Chaque nom recevait un présent, fatigué, rituel d'inventaire d'êtres humains. La peur de la nuit passée s'était muée en un silence tendu, attentif. Les visages étaient une collection de masques impassibles, ne révélant rien. Puis le comptable s'éclaircit la gorge, parcourut la liste du regard. Anna Grayson, appela-t-il. Le nom ne rencontra que le sifflement du vent à travers les poutres calcinées. Il attendit un instant, une lueur d'agacement traversant son visage, et elle appela de nouveau, plus fort cette fois, une note d'irritation dans la voix. Anna Grayson. Le nom resta suspendu dans l'air. Une question sans réponse. Un vide dans le tissu, même de la plantation. Une respiration collective retenue par l'assemblée silencieuse. Elle avait disparu. La traque de Crow commença immédiatement. Il écarte d'un geste méprisant l'idée d'un accident. La fille disparue était la clé. Il en était certain. Il s'avança au cœur des ruines, ignorant les vagues de chaleur qui émanaient encore des tas de cendres fumantes et des métaux tordus. Avec une longue tige de fer, il commença à sonder et à fouiller les débris. Ses mouvements étaient méthodiques et sombres, appliquant une logique froide au chaos, tentant de déduire où un corps pourrait se trouver selon la progression probable du feu et l'emplacement de l'effondrement principal.
Il cherchait un corps. Il s'attendait à trouver les restes de Hannah quelque part dans le point le plus profond de la fosse de cendres, un sombre témoignage d'un plan qui aurait mal tourné. La retrouver, même ainsi, lui aurait permis de faire un exemple, de rétablir l'ordre si violemment brisé. Il dirigea quelques esclaves masculins pour l'aider, leurs pieds nus glissant nerveusement sur le sol chaud tandis qu'ils commençaient la tâche lugubre de tamiser la suie et les poutres calcinées de leur ancien lieu de travail. Ils travaillèrent près d'une heure sous le regard implacable de Crow. Les seuls sons étaient le grattement des pelles et le craquement doux des cendres. Puis l'un des hommes, un jeune manœuvre nommé Peter, laissa échapper un petit cri aigu de surprise, non de terreur. Il avait trouvé quelque chose. Crow se jeta sur lui en un instant, son ombre tombant sur le jeune homme, ses yeux brûlant d'une froide anticipation prédatrice. « Qu'est-ce que c'est? Un os » demanda-t-il d'une voix tranchante. « Non, monsieur, balbutia Peter, tendant une main noircie de suie. Il semblait confus, presque effrayé par ce qu'il tenait. C'était ça. Ce n'était pas un corps. Ce n'était pas un os. Dans la paume de l'homme reposait une seule clé de fer lourde. Étrangement, impossiblement propre, comme si elle avait été déposée après que le pire du feu se soit retiré, se posant doucement sur la couche supérieure de cendres comme une ultime déclaration délibérée. Crow la saisit de la main de l'homme. Le métal était encore chaud, conservant une chaleur résiduelle de l'enfer, une chaleur qui semblait étonnamment vivante contre sa peau. Il l'essuya sur son pantalon, son pouce calleux suivant son dessin complexe et inconnu. Elle était ouvragée, clairement fabriquée par un maître serrurier, avec un panton complexe et un panton décoratif. Elle ne lui appartenait pas. Crow connaissait toutes les serrures de la plantation Beaumont. De la grande serrure au laiton de la porte principale au simple cadenas en fer du fumoir et des remises. Cette clé ne correspondait à aucune d'entre elles. C'était une anomalie. Un morceau d'un puzzle dont il ignorait qu'il tentait de le résoudre. Crow était un homme qui croyait en un monde de lignes droites, d'ordre et de contrôle, où la punition correspondait au crime. Cette clé était une courbe, un point d'interrogation jeté dans son équation rigide. Une jeune esclave, un incendie parfaitement exécuté, et une mystérieuse clé apparaissant comme par magie. Elle ressemblait moins à un indice qu'à un message, un défi délibérément lancé à ses pieds. C'était un affront à sa vision du monde, qui voulait que les esclaves soient de simples créatures impulsives, et non des architectes rusés de complots complexes. Cette clé représentait un niveau de planification et d'intelligence qu'il refusait d'associer à la propriété de son maître. À cet instant, sa traque d'un coupable simple, d'un corps à exhiber comme avertissement, se transforma en obsession personnelle. Un besoin brûlant de résoudre l'énigme de la clé et de la femme disparue dans la fumée. Ce soir-là, alors que le crépuscule s'installait sur la plantation, l'atmosphère dans les quartiers des esclaves était un cocktail étrange et volatile. L'air était épais de tension et d'un calme presque craintif. Mais sous cette surface, un courant électrique d'excitation crépitait. L'odeur persistante de la fumée des ruines se mêlait aux senteurs des maigres repas du soir cuisinés sur des feux ouverts. Les gens se rassemblaient en petits groupes, parlant à voix basse, leurs visages illuminés par la lumière vacillante. Ils tissaient avec leurs mots les événements des dernières 24 heures dans la trame de quelque chose de nouveau. L'histoire de l'incendie et de la disparition impossible de Hannah se dépouillait déjà des faits pour prendre la forme scintillante et puissante d'une légende. Les chuchotements voyageaient de cabane en cabane, chaque récit ajoutant une couche de merveille, un voile de mythe. Ils disent que le feu était son char, murmura une femme, les yeux grands ouverts à la lumière du feu. Elle a appelé du ciel avec une prière. Chez certains, un vieil homme au visage sillonné de rides secouait lentement la tête. Elias dit qu'elle a traversé les flammes. Il répliqua, la voix emplie d'émerveillement. Elle a traversé les flammes sans qu'une seule brûlure ne touche sa peau. Le feu savait qu'elle en faisait partie. Et la clé, ajouta une troisième voix, à peine un souffle. Et la clé? On dit que c'était la clé de l'étoile du Nord elle-même. Elle l'a utilisée pour ouvrir une porte dans le ciel et s'est envolée. Elias, le vieil homme qui avait parlé avec Hannah près du jardin, était assis sur le petit tabouret devant sa cabane. Le grattement rythmique de son couteau contre un morceau de bois était le seul, son régulier dans cette atmosphère chargée. Son travail de sculpture était un acte méditatif, ses mains bougeant avec une assurance démentant son âge avancé. Il était un aîné respecté, gardien d'histoire et de secrets, un homme dont la mémoire s'étendait sur des décennies. Il écoutait les chuchotements portés par l'air du soir, son visage un masque de calme impénétrable. Les jeunes esclaves, l'esprit tourmenté par les possibilités de ce qui s'était passé, se rapprochaient de lui, cherchant des réponses, une confirmation de la magie qu'ils désiraient en croire. Une jeune femme nommée Sarah, son bébé dormant paisiblement sur son dos, s'avança timidement. « Elias » demanda-t-elle, la voix douce, presque révérencieuse. « Est-ce vrai tout ce qu'il raconte? Hannah s'est-elle vraiment envolée »
Elias continua de sculpter, détachant une délicate mèche de bois de la pièce qu'il façonnait lentement en forme d'oiseau. Il fit une longue pause, laissant le silence s'étirer, laissant le poids de la question se déposer. Il voulait que sa réponse soit une graine, pas une pierre. Enfin, il leva les yeux, ses yeux anciens rencontrant les siens dans la lumière faible. « Anna était plus intelligente que nous tous, enfants, dit-il d'une voix basse et douce. Et elle était fatiguée. Fatiguée jusque dans les os. Quand un oiseau se lasse de sa cage, il cherche la moindre fissure dans la porte. Il picore le bois, teste le loquet, observe chaque mouvement du gardien. Peut-être en a-t-elle trouvé une. Ou peut-être, fit-il une pause, tenant l'oiseau en bois presque terminé et l'examinant à la lueur du feu, les yeux étincelants, peut-être en a-t-elle fabriqué une. Ces mots étaient un chef-d'œuvre de construction subtile. Ils ne confirmaient ni ne niaient les éléments magiques qui commençaient à graviter autour du nom d'Anna. Au lieu de cela, il ancrerait l'histoire dans quelque chose de bien plus puissant. L'initiative propre d'Anna, son intelligence, son esprit indomptable. Il façonnait le récit avec soin et intention, transformant une femme disparue en symbole d'espoir, en témoignage de défi. Il nourrissait un symbole qui donnerait force à son peuple dans les jours de doute et de peur qui ne tarderaient pas à venir. Il savait beaucoup plus qu'il ne disait. Tandis qu'il regardait au-delà de Sarah vers l'obscurité croissante au nord, il s'installa dans son nouveau rôle. Le protecteur silencieux et vigilant du secret d'Anna, le gardien de sa vérité incroyable et impossible. Les jours qui suivirent l'incendie furent un règne de terreur calculé. Crow, alimenté par le mystère exaspérant de la clé de fer et le vide béant dans l'appel des noms, lança une chasse systématique et brutale. Il organisa des patrouilles, faisant venir des hommes au visage sombre des environs, des hommes qui gagnaient leur vie à traquer les esclaves en fuite, leur visage dur et impitoyable comme la terre elle-même. Ils apportèrent des chiens maigres et affamés, dont les aboiements excités devinrent une bande-son terrifiante pour la plantation, résonnant dans les marais et les bois, et envoyant une nouvelle vague de peur à chaque passage dans les quartiers des esclaves. La vue des hommes armés à cheval, silhouette sombre et menaçante à l'horizon, devint une présence constante. Ils tenaient à travers la campagne une véritable peste de suspicion, interrogeant tous ceux qu'ils rencontraient. Leurs enquêtes, soutenues par la menace implicite de violence, instillaient une peur épaisse et oppressante sur tout le district. La traque prit une tournure particulièrement vicieuse. Crow mena lui-même des raids sur les quartiers des esclaves. Ses yeux froids et morts ne laissaient rien échapper. Lui et ses hommes fouillèrent les maigres possessions des esclaves, renversant des paillasses, vidant les calebasses de stockage, cherchant le moindre signe d'Anna, le moindre indice d'un complot. Un morceau de tissu caché, un pain conservé, un mot entendu à voix basse. Chacun de ces éléments pouvait trahir le plan qu'il était maintenant certain qu'ils avaient ourdi. Il rassembla les esclaves dans l'ombre des ruines de la maison de pressage, l'odeur de la cendre toujours lourde dans l'air, et fit son offre, sa voix une promesse basse et venimeuse. Elle était l'une des vôtres, dit-il, son regard balayant leur visage, cherchant la moindre fissure dans le masque collectif de leur ignorance fatiguée. Quelqu'un sait quelque chose. Un mot, un regard, un morceau de pain gardé du souper. Je le découvrirai. Le prix du silence est élevé. Je vous le promets. Mais la récompense pour toute information, il fit une pause, laissant ses mots flotter dans l'air. La liberté, une grâce complète et des papiers pour l'homme ou la femme qui me dira où elle est allée. Réfléchissez-y. C'était un appât puissant, la monnaie la plus précieuse de leur monde, offerte par l'homme qui détenait le pouvoir de vie et de mort sur eux. L'air devint lourd de calculs silencieux. Mais, en scrutant leur visage, Crow ne trouva rien. La communauté se refermait, une contraction silencieuse et obstinée. La peur était tangible, un tremblement dans une respiration retenue, un scintillement dans un regard baissé. Mais elle était égalée par une résistance silencieuse tout aussi puissante. Il ne lui offrit rien d'autre que des étoiles vides, des épaules haussées et des dénégations murmures. Leur silence collectif, né de la souffrance partagée et d'une lueur d'espoir commune, devint leur seule arme, un bouclier contre ses menaces et ses promesses. Ils ne trahiraient pas Anna. Ils ne trahiraient pas la légende qu'elle devenait. La troupe de recherche, frustrée et de plus en plus brutale, s'étendit au-delà de la plantation, suivant chaque rumeur, chaque piste ténue. Le troisième jour, ils trouvèrent quelque chose. À quelques kilomètres de la plantation, sur les berges boueuses du Mississippi, un des hommes laissa échapper un cri triomphant en accrochant sa main à une branche épineuse d'un buisson bas. Juste au-dessus de la limite des hautes eaux, un morceau de tissu simple et en lambeaux flottait. Il était gris, décoloré par le soleil et par d'innombrables lavages. Une correspondance parfaite avec les robes simples que portait Anna. Les chiens amenés sur place devinrent fous. Ils se baignaient et tiraient sur leurs laisses. Le nez collé au sol, l'odeur d'Anna devint soudain forte et claire. La piste était chaude. Les chiens conduisirent la troupe dans une course frénétique,
jusqu'au bord du fleuve. Leur excitation atteignit un paroxysme avant de s'arrêter brusquement au bord de l'eau. Ils gémissaient et faisaient les 100 pas, confus. La piste olfactive disparaissant complètement dans l'immense étendue tourbillonnante du Mississippi boueux. Croc se tenait sur la berge, fixant le courant puissant et impitoyable. Le fleuve était haut et rapide, une autoroute marron et tourbillonnante emportant des troncs et des débris vers le sud à une vitesse incroyable. Il observa un arbre entier, racines comprises, se faire emporter, tournant et retournant dans l'étreinte impitoyable de l'eau. C'était une explication logique et simple. Anna, courant dans une panique aveugle, avait tenté de traverser à la nage ou peut-être de voler un petit bateau. Le fleuve, indifférent et impitoyable, l'avait emporté. Une fin désespérée mais appropriée pour une femme désespérée. Un des hommes de la troupe, essuyant la sueur de son front, cracha une bouffée de jus de tabac dans le courant. Le fleuve l'a eu, Monsieur Croc, dit-il avec certitude. Personne ne survit à ce courant. Elle est déjà à mi-chemin de la Nouvelle-Orléans. Ce qu'il en reste, acquiesça Croc lentement, les yeux toujours fixés sur l'eau. Peut-être, dit-il d'une voix plate, c'est une feinte appropriée pour une incendiaire. Mais je veux un corps. Pas de corps, pas de clôture. Malgré l'épreuve, la logique parfaite de la scène, un doute persistait dans son esprit. La clé le troublait toujours. L'incendie, complexe et délibéré, l'audace pure de l'acte semblait être un plan. La noyade était une fin désordonnée et paniquée. Cela semblait trop facile, trop commode, une histoire trop bien ficelée. Mais c'était la seule histoire que l'épreuve racontait. Il rappela les chiens et rapporta ses conclusions à Beaumont qui, à l'annonce de la nouvelle, s'effondra avec un soulagement visible et profond. Une réponse, n'importe quelle réponse, signifiait la fin de la coûteuse recherche et le retour à une certaine forme d'ordre. Le cas de Hannah Grayson, l'incendiaire, fut officiellement clos cette nuit-là, sous un croissant de nouvelle lune. Un autre type de réunion eut lieu dans une clairière cachée, au cœur des bois. Un lieu connu seulement de quelques personnes de confiance. Elias attendait. L'air était frais et sentait le pin et la terre humide. Il ne resta pas longtemps seul. Deux ombres se détachèrent de l'obscurité environnante, se déplaçant avec une confiance tranquille à travers les arbres. La première était Joseph, un manœuvre aux larges épaules dont le calme dissimulait une intelligence féroce. Il connaissait les bois et les marais autour de la plantation mieux que Croc ne connaissait son propre livre de comptes. La seconde était Marie, domestique de maison se mouvant avec une discrétion fantomatique. Son visage restait perpétuellement composé, masque de douce déférence qui lui permettait de tout voir et entendre dans la maison principale. Ils étaient les gardiens secrets. Ils formaient le réseau d'Anna. Joseph parla le premier, sa voix un grondement bas. Les chiens ont pris la pas. Elias l'a suivi et s'en est emparé. Croc croit que le fleuve l'a englouti. Marie, les mains jointes devant elle, hocha la tête en signe de confirmation. J'ai vu son visage quand il a dit à maître Beaumont, dit-elle, la voix douce mais claire. Il le croit pour l'instant, mais ce n'est pas un homme qui aime les affaires en suspens. Ses yeux posent toujours des questions. Le public, rassemblé dans la clairière sombre, venait d'apprendre la vérité point le morceau de tissu en lambeaux n'avait pas été trouvé par hasard. Il avait été placé là. Marie, qui s'occupait de la couture et du linge pour toute la plantation, avait soigneusement conservé un fragment d'une des vieilles robes, usées de Hannah des semaines avant l'incendie, un petit geste de prévoyance dans un plan bien plus vaste. Et c'était Joseph, utilisant sa connaissance intime des terres, qui avait choisi l'endroit parfait près du fleuve, un lieu qui paraissait à la fois désespéré et plausible, accrochant le tissu sur l'épineux buisson de manière à créer une véritable mise en scène. Et Croc en avait été le spectateur principal. Elias hocha la tête, une profonde satisfaction s'installant lentement dans sa poitrine. « Bien, dit-il d'une voix ferme. Le fleuve est un fantôme affamé. Qu'il est cette histoire. Elle protégera la vraie. » Croc a sa réponse. Et le maître a sa paix. Maintenant, nous devons être patients. Nous ne faisons rien. Nous ne disons rien. Nous laissons la légende faire le travail. Il regarda les deux visages devant lui, leurs traits à peine visibles dans la pénombre, et y vit le courage et la détermination qui reflétaient les siens. Ce n'étaient pas des victimes passives. Ils étaient des participants actifs et brillants de leur propre libération, utilisant leur connaissance approfondie de leur environnement et de la psychologie de leurs oppresseurs pour les déjouer à chaque tournant. Ils étaient les architectes invisibles d'une liberté qu'ils ne goûteraient peut-être jamais eux-mêmes, mais qu'ils allaient construire pour l'une des leurs. L'histoire de Hannah Grayson, maintenant officiellement conclue avec sa mort présumée, ne mourut pas. Libérée des confins de la plantation, elle voyagea. Elle descendit le fleuve avec le batelier, fut portée par les commerçants et trouva un nouveau terrain fertile dans le quartier portuaire chaotique et vibrant de Natchez sous la colline. Un lieu de boue et de whisky, de marins et de joueurs, de noirs libres et d'hommes désespérés.
Un endroit où les histoires étaient monnaie et où les légendes naissaient point sur les quais bruyants et dans les tavernes enfumées et faiblement éclairées, le récit de l'incendie de la plantation Beaumont se racontait et se retransmettait sans cesse. À chaque récit, il se détachait un peu plus de la réalité et prenait une nouvelle couche de mythe. Anna, l'incendiaire qui s'était noyé, devint Anna la vengeresse qui s'élevait. L'atmosphère bruyante et chaotique du port, mélange de langues et d'accents, l'odeur de poissons, de parfums bon marché et de bout du fleuve, était le parfait incubateur pour sa légende. J'ai entendu ça d'un homme qui connaissait un homme, déclara un capitaine de bateau à vapeur à la voix tonitruante devant un auditoire captivé dans une taverne. Elle n'a même pas utilisé de boîte d'allumettes. On dit qu'elle commandait le feu d'un simple geste de la main. C'était de la vieille magie qu'elle avait apprise de sa grand-mère, une joueuse de cartes, rétorqua-t-il, ses cartes bien serrées contre lui, en raillant le côte. Magie? Non. C'était de l'argent, répondit un autre, d'une voix complice et basse. On dit que la clé n'était même pas en fer. Elle était en or massif, un paiement d'une société abolitionniste. Elle l'utilisa pour acheter son passage sur un bateau à vapeur à destination du Nord, déguisée en veuve créole riche en deuil. Disparut sous leurs yeux. Dans un coin plus calme, un noir libre, tonnelier de profession, parlait à ses compagnons d'une voix basse et sérieuse. Sa version de l'histoire, dépourvue de magie mais remplie d'une autre forme de puissance. « Oubliez l'or et les esprits du feu ?» dit-il en scrutant la pièce. On dit qu'elle était intelligente. On dit qu'elle suivait la drinking gourd. Le feu n'était pas l'évasion. C'était le signal, un signal pour ses guides sur le chemin de fer clandestin qu'elle était prête. La clé n'était qu'un simple gage pour prouver qui elle était. Ainsi alla la légende. Celle de Anna grandit, se ramifiant en une douzaine de récits différents, chacun reflétant les espoirs et les peurs de celui qui le racontait. Pour les esclaves qui entendaient les murmures, c'était une histoire d'espoir impossible, un témoignage que les chaînes n'étaient pas aussi fortes qu'elles semblaient. Pour les propriétaires d'esclaves, c'était une histoire de mise en garde, un récit fantomatique inquiétant qui révélait la fragilité de leur système brutal. L'histoire prit vie. Bien au-delà du contrôle de Beaumont ou de la logique frustrée de Crow, Anna Grayson n'était plus une femme disparue présumée morte. Elle était une héroïne populaire. Elle était le fantôme de Natchez, un esprit de défi qui hantait les marges de leur mode. Un rappel intemporel que le désir de liberté, une fois véritablement éveillé, pouvait brûler tout un mode. La légende était un manteau puissant, tissé de murmures et d'émerveillements. Mais l'architecte de cette légende était une femme de chair et de sang, de patience et d'intellect froid et dur. Son plan ne naquit pas d'un éclair d'inspiration, mais fut forgé lentement, pièce par pièce, dans les feux de l'observation silencieuse et de la nécessité implacable. Le véritable début de la fin commença, un an avant l'incendie. Par une journée de chaleur étouffante et de brutalité ordinaire, un jeune homme nommé Luc, à peine âgé de 20 ans, tenta de s'enfuir. C'était un acte d'impulsion pure et désespérée, né d'un fouet matinal et du besoin soudain et écrasant de simplement disparaître. Il fut capturé quelques heures plus tard, et sa fuite fut aussi brève et vaine que celle d'un papillon contre une vitre. Crow le fit ramener à la plantation, non pas enchaîné, mais par une corde autour du cou, un sinistre cortège auquel tous furent forcés d'assister. Il fut fait exemple, une leçon écrite en sang et en douleur au centre des quartiers, pour que chacun voie. Anna fut contrainte d'observer, son visage immobile et impassible comme la pierre, ses mains serrées en poing le long de son corps. Mais sous la surface de sa contenance forcée, autre chose que l'horreur et le chagrin prenaient racine. Une part froide et analytique de son esprit, cultivée en secret depuis des années, prit le dessus. Elle se détacha de l'horreur du moment et commença à disséquer l'échec de Luc avec la précision d'un chirurgien. Il a agi par impulsion, pensa-t-elle, son esprit tourbillonnant de calculs froids. Il n'avait aucun plan au-delà de la fuite, aucun équipement au-delà des vêtements sur son dos, aucune destination autre que loin d'ici. Il comptait sur la vitesse et la chance. Et au final, il n'eut ni l'un ni l'autre. Il courut vers le nord, la direction la plus évidente. Le premier endroit où il chercherait. Il courut en plein jour. Il courut seul tandis qu'elle restait là, témoin du résultat terrible et prévisible de son désespoir. Anna comprit avec une clarté glaçante que la liberté n'était pas quelque chose vers laquelle on court dans la panique. C'était une forteresse que l'on construisait autour de soi, pierre par pierre, mensonge par mensonge. C'était une destination à atteindre, et non une fuite à poursuivre. Son désir vague et informe de liberté, une douleur sourde dans son âme, se cristallisa à ce moment en un objectif concret, un problème complexe d'ingénierie et de stratégie auquel elle dédia chaque instant éveillé. À partir de ce jour, Anna devint une éponge, absorbant les informations avec une soif insatiable. Son plus grand secret, le fondement de tout son plan, était qu'elle savait lire. Des années auparavant, la vieille mère de Master Beaumont, perdue dans le brouillard de ses propres souvenirs,
avait pris une étrange affection pour Anna, la voyant comme une curiosité innocente, comme enseigner à un perroquet à parler. Elle avait patiemment enseigné à la jeune esclave ses lettres. Anna cultiva cette compétence interdite dans le plus grand secret, la nourrissant comme un jardin caché. Elle lisait tout ce qu'elle pouvait trouver. Une page d'un journal jeté servant à emballer du poisson, une feuille déchirée d'un almanach trouvé dans la poussière, un livre endommagé de sermons laissés par un prédicateur itinérant. À partir de ces fragments du monde extérieur, elle reconstituait une carte dans son esprit. Elle apprit la géographie, les routes commerciales serpentant à travers le pays, le puissant mouvement abolitionniste qui grandissait dans le nord lointain. Elle apprit les noms de villes comme Philadelphie et Boston, des lieux qui n'étaient pas seulement des emplacements, mais des idées, des promesses d'une vie différente. Son observation du monde immédiat devint tout aussi intense. Elle n'était plus simplement une esclave exécutant ses tâches. Elle était une espionne en territoire ennemi. Elle étudia les routines de la plantation jusqu'à ce qu'elles soient gravées dans sa mémoire. Elle connaissait l'heure exacte des rondes du surveillant, les horaires de livraison des provisions depuis Natchez, les angles morts des patrouilles nocturnes où une ombre pouvait passer inaperçue. C'est cette collecte incessante de données qui la conduisit à se porter volontaire pour le travail ingrat d'entretien des lampes dans la presse. Les autres y voyaient une tâche sale et ingrate, manipulant de l'huile nauséabonde dans la chaleur étouffante du bâtiment. Anna y vit une opportunité. Cela lui donnait une raison légitime d'être présente à toute heure, de se déplacer dans le bâtiment avec un but, d'étudier sa structure, ses faiblesses, sa nature profondément inflammable. Elle en apprit les secrets, la façon dont un courant d'air provenant d'une planche lâche pouvait tirer une flamme vers le haut, l'emplacement des bois les plus secs, les endroits où la peluche de coton s'accumulait comme des tas de poussière explosive. Son éducation prit un tournant décisif avec l'arrivée d'un prédicateur méthodiste itinérant, un homme mince et fougueux aux yeux perçants, capable de voir à travers le voile de l'esclavage. Il parlait de Moïse et de la terre promise, mais ses mots portaient un sens plus profond, qu'elle était particulièrement apte à comprendre. Lors d'un moment de calme, alors qu'il admirait ostensiblement le jardin, il remarqua l'intelligence dans ses yeux, cette énergie agitée qu'elle s'efforçait de cacher. Il prononça une phrase codée à propos des amis du voyageur. Elle répondit avec une phrase qu'elle avait lue dans un pamphlet abolitionniste en lambeaux. Une compréhension silencieuse passa entre eux. Avant de partir, il glissa un objet lourd dans sa main, la clé en fer. Il n'était pas question d'une clé ouvrant une serrure physique, expliqua-t-il d'une voix basse. C'était un symbole, un signe. Cela signifiait qu'elle était une personne de détermination éprouvée, faisant partie d'un vaste réseau secret. C'était une clé qui permettait d'ouvrir l'aide des étrangers, un mot de passe fait de métal. L'aide serait là, lui avait-on dit, si seulement elle pouvait créer l'opportunité d'y parvenir. Un plan sans allié était aussi voué à l'échec que la course désespérée de Luc. Anna savait qu'elle ne pouvait pas agir seule. Mais la confiance était une monnaie plus précieuse et rare que l'or. Elle passa des mois à identifier avec soin et prudence ses complices, à les tester, non pas par des questions directes, mais par des hypothèses, des regards partagés, de petits risques calculés. Son premier et plus important allié fut Elias. Elle ne lui révéla pas son plan dans son intégralité. Elle vint plutôt à lui avec des questions, des réflexions philosophiques sur la nature des cages et l'esprit des oiseaux. Elle testa sa sagesse, sa discrétion, sa loyauté envers son peuple plutôt qu'envers son maître. Il était vieux et avait tout vu. Et il reconnut le feu en elle, le même feu qu'il avait observé chez d'autres qui avaient essayé et échoué. Mais chez Anna, il vit quelque chose de plus. Une résolution froide et dure que les autres n'avaient pas eue. Il accepta de l'aider, devenant son mentor, son ancre, celui qui gérerait les conséquences et protégerait sa fuite. Leur conversation était une partie d'échecs en langage codé. Si un incendie devait se déclarer, lui posa-t-elle un soir alors qu'il s'asseyait dans l'obscurité croissante, un grand incendie. Cela créerait de la confusion. Elias ne tressaillit pas. Il continua son travail de sculpture, le couteau glissant doucement sur le bois. La confusion est un bon manteau, répondit-il d'un grondement bas. Mais c'est un manteau lourd à porter. On peut s'y perdre soi-même. Anna regarda la silhouette sombre de la presse à incendier. Pas si vous connaissez la sortie avant d'entrer, dit-elle, sa voix ferme avec une certitude qui le convainquit complètement. Ses autres recrues furent choisies avec la même précision chirurgicale. Elle choisit Marie, la servante silencieuse, pour son accès à la maison principale. Marie se mouvait dans la maison comme un fantôme, au courant des conversations du maître et responsable de la lessive, ce qui lui donnait accès à des matériaux, comme un morceau d'ancienne robe pouvant servir à créer une fausse piste. Elle choisit Joseph, le robuste et silencieux ouvrier des champs, pour sa connaissance inégalée des marais et forêts environnants, et pour sa force physique, nécessaire peut-être pour créer une diversion ou enlever un obstacle. Elle les choisit parce qu'eux aussi étaient négligés. On les voyait comme fiables, insignifiants,
leurs visages faisant partie du décor de la plantation. Et elle sentait en eux de profonds réservoirs privés de colère, leur propre raison de vouloir porter un coup au système qui les possédait. Son réseau était petit, seulement 3 autres âmes, mais solides, bâtis non sur de grandes promesses mais sur un risque partagé et une compréhension tacite et profonde des enjeux. Il n'aidait pas seulement Anna à s'échapper. Il menait une guerre secrète. Les semaines passèrent. La recherche officielle de Hannah Grayson était terminée depuis longtemps. L'histoire de sa noyade dans le Mississippi était acceptée comme un fait par Master Beaumont et la communauté environnante. La légende de son vol magique était le récit préféré dans les quartiers des esclaves et les tavernes de Natchez sous la colline. Mais pour Crow, il n'y avait pas de résolution. L'affaire n'était pas close. C'était une plaie purulente dans son monde ordonné. Son petit bureau spartiate devint une cellule de sa propre fabrication, une pièce où il revivait encore et encore la nuit de l'incendie. Sur son bureau, placé au centre de son sous-main, reposait la lourde clé en fer. C'était un reproche silencieux et constant. C'était la pièce qui ne s'ajustait pas à la variable de son équation qu'il ne pouvait résoudre. Il l'avait esquissée des dizaines de fois dans son registre, essayant d'identifier sa fabrication complexe, sa fonction. Il avait envoyé des demandes aux serruriers de Natchez et Vicksburg, sans obtenir de réponse utile. Son esprit logique, le même qui pouvait calculer les rendements des cultures et la punition exacte pour briser l'esprit d'un homme, ne pouvait pas concilier l'histoire officielle avec la preuve qu'il tenait en main. La noyade était une histoire de panique et de désespoir. Le feu, il le savait avec une certitude inébranlable, était une œuvre d'art. Précis, intelligent et d'une efficacité dévastatrice. La disparition était trop nette, trop absolue. Et la clé, chaude et intacte dans son lit de cendres, n'était pas un accident. C'était une déclaration. C'était une serrure qu'il ne pouvait pas ouvrir. Et cela le tourmentait. Ses pensées tournaient en boucle. Et elles revenaient toujours à une personne. Elias, le vieil homme qui savait tout et ne disait rien. L'homme dont le calme face aux interrogatoires de Crow avait été trop parfait, trop placide. C'était le calme d'un homme jouant un rôle, un homme tenant des cartes gagnantes. Crow commença à suspecter une conspiration, un réseau d'aide silencieux juste sous son NZ. Et elle décida d'abandonner l'histoire officielle et de commencer sa propre enquête, une guerre personnelle silencieuse. Il observerait Elias. Il exercerait d'abord une pression subtile et attendrait que le vieil homme commette une erreur pour le mener à la vérité. Le conflit n'était plus une chasse physique à une femme disparue. C'était devenu une bataille d'esprit, un jeu d'échecs silencieux et mortel entre le surveillant et l'ancien esclave, joué dans l'ombre de la plantation Beaumont. Le jeu d'échecs silencieux et mortel commença. La plantation Beaumont devint l'échiquier. Et chaque âme qui s'y trouvait, un pion potentiel dans le duel entre le surveillant et le vieil esclave. La stratégie de Crow était celle d'une pression lente et implacable. Il commença à confier à Elias les tâches les plus difficiles et épuisantes, habituellement réservées aux hommes plus jeunes et plus forts. Il le fit creuser de nouveaux fossés d'irrigation sous un soleil implacable, dégager des broussailles épaisses et épineuses au bord des champs, et réparer les clôtures aux confins de la propriété. L'objectif était simple, user le vieil homme, épuiser son corps dans l'espoir que son esprit cède, qu'un moment de faiblesse physique entraîne une faille mentale. Crow apparaissait souvent soudainement et silencieusement sur ses chantiers, son ombre tombant sur Elias, ses yeux scrutant un signe de ressentiment, un signe de tension, une fissure dans la façade placide. Elias, cependant, était maître de son propre jeu. Il comprenait parfaitement la stratégie de Crow et la contrait par une obéissance presque sainte. Il accomplissait chaque tâche harassante sans mot de plainte. Ses mouvements étaient lents mais réguliers, son endurance semblait illimitée. Quand Crow apparaissait, Elias se contentait de hocher la tête en guise de salut, son visage masquant une déférence lasse. Leur conversation était un exercice de banalité. Elias parlait de la douleur dans ses vieux os, de la probabilité de pluie dans le ciel de l'après-midi, de la manière dont le sol retenait l'humidité. Il ne révélait rien. Son esprit était une forteresse verrouillée derrière un mur de banalités et d'observations ordinaires. L'attention n'était pas dans les mots, mais dans les silences entre eux, dans les longs instants où le regard froid et analytique de Crow se croisait avec le regard calme et impénétrable d'Elias. C'était une bataille de volonté jouée à travers des regards et des quasi-rencontres. Crow surgissait derrière un bâtiment juste au moment où Elias partageait un fruit avec Joseph. Leur conversation se tournait immédiatement vers le temps qu'il ferait. Elias, rentrant dans sa cabane le soir, sentait une silhouette dans l'ombre et savait qu'il était observé. Sa posture ne changeait jamais, son pas ne s'accélérait jamais. Pour Elias, la pression était immense. Il sentait le poids de la vie de Hannah, de son futur, reposer sur ses épaules voûtées. Chaque mot prononcé, chaque action accomplie était mesurée contre la possibilité de trahison. Il puisait sa force non dans son corps vieillissant, mais dans ce but ardent qui animait désormais ses jours. Il était le gardien d'une promesse,
le protecteur d'un secret plus précieux que sa propre vie. Il jouait aux échecs mentaux avec le surveillant, pensant constamment 2 ou 3 coups en avance, anticipant les tactiques de Crow et préparant ses propres contres subtils. Il savait que Crow cherchait une conspiration, alors il se faisait solitaire. Il savait que Crow cherchait un signe, alors il devenait un homme d'un calme impénétrable. Il jouait pour un match nul, un jeu d'attrition qu'il avait l'intention de gagner. La percée de Crow ne vint pas des champs de la plantation, mais d'un papier glacé livré par un courrier fluvial. Pendant des semaines, ses demandes aux serruriers et forgerons le long du Mississippi étaient restées sans réponse ou avaient été accueillies par des hausses d'épaules ignorantes. Il avait presque abandonné la clé comme preuve utile, la considérant davantage comme un symbole de sa frustration. Mais alors la lettre de Vicksburg arriva. Elle venait d'un forgeron allemand, réputé pour fabriquer des outils spécialisés pour le commerce fluvial. Crow la déchira, le cœur battant un peu plus vite. L'écriture du forgeron était précise, son anglais attentif et direct. Il reconnut immédiatement le dessin de Crow. Ce n'est pas une clé pour une porte ou un coffre, écrivait-il. C'est un outil sur mesure, une clé spécialisée, conçue pour s'adapter à un type précis de soupape de vapeur utilisée sur les moteurs de certains bateaux à vapeur, permettant une libération rapide et silencieuse de la pression. Le forgeron, avec une précision teutonne, nomma même la compagnie qui avait commandé la conception des années auparavant, une petite société indépendante connue sous le nom de Morning Star Line. Une décharge de triomphe pure et intense traversa Crow. Une sensation physique, une chaleur qui se répandit dans sa poitrine, chassant le brouillard froid de l'incertitude qui le hantait depuis des semaines. Le fleuve. Il avait eu raison depuis le début, mais sa pensée avait été trop étroite, trop conventionnelle. Il cherchait une nageuse désespérée, une fille paniquée dans un canot volé. Il aurait dû chercher un passager. La noyade était un mensonge. Une brillante manœuvre de diversion. Le tissu sur la rive. Les chiens perdant la piste au bord de l'eau. Tout n'était que théâtre. La clé était son billet. La Morning Star Line. Le nom lui évoqua un vague souvenir. Ils avaient la réputation d'être discrets, de rester entre eux. Crow avait entendu des murmures, des rumeurs dans les tavernes de Natchez, selon lesquelles certains de leurs capitaines étaient des hommes de conviction. Des hommes aux sympathies abolitionnistes qui n'hésitaient pas à transporter un cargo inhabituel si le prix ou le principe le justifiait. Il avait désormais plus qu'une théorie, plus qu'un soupçon. Il avait une piste concrète, un nom, une destination. Le jeu avait changé. Cette nuit-là, Crow ne se rendit pas auprès de Master Beaumont avec sa découverte. C'était sa chasse, et il comptait la mener lui-même jusqu'au bout. Il voulait plus que retrouver la piste. Il voulait une confession. Il voulait se tenir devant Elias et voir le monde soigneusement construit par le vieil homme s'effondrer. Il se rendit au quartier des esclaves, la lettre du forgeron, un poids sec et puissant, dans la poche de son manteau. Il ne frappa pas à la porte de la cabane d'Elias. Il la poussa simplement et entra, sa grande carrure remplissant l'encadrement, plongeant la pièce dans l'ombre. Elias était assis sur son tabouret, sculptant un autre morceau de bois à la lumière d'une seule bougie de suif. Il leva les yeux, ses mains s'immobilisant, son visage ne trahissant aucune surprise, seulement une veille calme et attentive. Le jeu est terminé. Vieil homme, dit Crow, sa voix un grondement bas et triomphant. Il sortit la lettre de sa poche et la brandit. Je sais pour la clé. Il avança davantage dans la pièce, sa présence aspirant l'air de ce petit espace. C'est pour une machine à vapeur, une clé pour une soupape, pour les bateaux de la Morning Star Line. Il laissa ses mots suspendus dans l'air, scrutant toute réaction, le moindre éclair de peur dans les yeux du vieil homme. Tu l'as aidé à monter sur l'un de leurs bateaux, n'est-ce pas? En direction du nord, Elias regarda Crow, son regard stable, son visage une masque de contemplation calme. Il posa soigneusement sa sculpture et son couteau sur la petite table à côté de lui. Une clé, dit-il, sa voix douce, presque tendre. Je suis un vieil homme, monsieur Crow. Je connais les jardins et la sculpture sur bois. Je connais la chaleur du soleil et la douleur de la pluie dans mes os. Je ne connais rien aux machines à vapeur. Le visage de Crow se contorsionna en un rictus de fureur. Il frappa la lettre sur la table, faisant danser la flamme de la bougie. Ne me prends pas pour un imbécile, rugit-il, sa voix secouant les murs fragiles de la cabane. Je sais tout. Tu as planté le tissu près du fleuve. Toi, Marie et Joseph, vous avez orchestré toute l'affaire. Tu l'as envoyé vers le nord sur un bateau à vapeur pendant que je poursuivais son fantôme dans l'eau. Elias regarda la lettre, puis de nouveau Crow et son visage furieux. Un long silence s'étira entre eux, seulement troublé par le souffle lourd de Crow. Puis un faible sourire, presque triste, effleura les coins des lèvres d'Elias. Monsieur Crow, dit-il, sa voix ne perdant rien de sa dignité tranquille. Vous voyez une clé et vous pensez qu'elle ouvre un verrou sur un bateau. Vous voyez un fleuve et vous pensez que c'est une route vers le nord.
Vous pensez que la liberté est un lieu que l'on peut atteindre, une destination sur une carte. Il secoua lentement la tête, geste de profonde pitié fatiguée. Mais Anna, elle était différente. Elle était plus intelligente que ça. Elle savait que la liberté n'était pas un lieu. C'est un état d'être. C'est quelque chose que l'on construit à l'intérieur de soi. Vous ne pouvez pas le trouver sur une carte, Monsieur Crow. Vous ne pouvez pas le traquer avec des chiens. La réponse d'Elias fut un chef-d'œuvre de guerre psychologique. Il ne nia pas les faits. Il les détourna simplement du domaine de la preuve pour les placer dans celui du folklore. Il absorba les accusations de Crow et les tissa dans la légende qu'il tentait de démentir, transformant la vérité en simple couplet d'une histoire de fantôme. Crow resta là, sans voix, sa victoire se changeant en sombre dans sa bouche. Il était venu pour une confession, pour un simple aveu factuel, et se trouvait confronté à une énigme philosophique qu'il ne pouvait résoudre. Bien que frustré jusqu'à la folie par l'écran de fumée verbale du vieil homme, Crow était plus que jamais convaincu. Le refus d'Elias de donner un déni direct était, en soi, une confession. L'histoire de la Morning Star Line était la vérité. Il irait lui-même à Vicksburg, trouver le bateau, trouver le capitaine, et démêler tout le réseau. Il prépara son départ pour le lendemain, informant le sceptique Master Beaumont qu'il suivait une dernière piste prometteuse. Mais Elias, le grand maître de ce jeu silencieux, connaissait l'esprit de Crow. Il savait que le surveillant était un homme de pensée linéaire et logique. Il suivrait le morceau de preuve le plus concret qu'il possédait. Lassé les points étaient pendant son absence, Elias avait une dernière carte à jouer, un ultime stratagème pour briser la certitude inébranlable de Crow. Il savait que les espions de Crow étaient partout. Des esclaves contraints ou soudoyés pour apporter toute activité inhabituelle. Il allait utiliser ce réseau contre son maître. Le lendemain matin, il alla trouver Joseph, qui affûtait sa faux près de la grange. Leur conversation fut brève et codée. Les instructions d'Elias étaient précises. Plus tard dans la journée, Joseph, en défrichant des broussailles à la lisière du marais oriental, un endroit éloigné du fleuve, dans la direction opposée à Vicksburg, fit grand bruit en découvrant quelque chose dans la terre. Avec une exclamation retentissante, il s'agenouilla et creusa à la base d'un cyprès, s'assurant qu'au moins 2 autres ouvriers des champs, connus pour être dans la poche de Crow, observaient. Il déterra un petit objet, un oiseau en bois grossièrement sculpté, elle déployée en symbole de vol. Il enleva la terre et le porta, non pas en secret, mais ouvertement, directement à Elias, qui travaillait dans le jardin principal. Les espions observèrent Joseph présenter l'oiseau au vieil homme. Ils le virent le prendre, le visage empreint d'une révérence mélancolique. Il le tint un long moment, puis renvoya Joseph d'un signe de tête. Plus tard, ce soir-là, alors que le soleil se couchait, Elias prit le petit oiseau en bois et marcha seul jusqu'à la lisière de la propriété, exactement jusqu'au marais où l'oiseau avait été trouvé. Dans un rituel silencieux et apparemment privé, il creusa un petit trou à main nue. Il murmura une prière basse, indistincte, mais au ton de solennité douloureuse, une prière pour une âme perdue voyageant sur la terre. Puis il plaça l'oiseau dans le trou, le positionnant soigneusement pour que son bec soit dirigé droit vers l'est, au cœur du vaste marais sans repère. Il recouvrit l'oiseau de terre, aplanit le sol et s'éloigna sans se retourner. Le rapport parvint à Crow alors qu'il se préparait à monter à cheval pour son voyage à Vicksburg. Il écouta, son visage se crispant à chaque mot. Il fut plongé dans un vortex de confusion. La clé, la lettre du forgeron, la logique irréprochable de tout cela, pointait vers le fleuve, vers le nord. Mais ce rituel, ce symbole, indiquait la direction complètement opposée. Il pointait vers les marais, vers une évasion terrestre ardue, presque impossible, vers l'est. La prière solennelle d'Elias pour une âme perdue voyageant sur terre contredisait directement la théorie du bateau à vapeur. La clé était-elle à l'heure? Une pièce magistralement élaborée de désinformation dès le départ? Anna l'avait-elle elle-même plantée avant de fuir vers l'est, ou avait-elle 2 plans? Une précaution au cas où la route du fleuve échouerait? La belle certitude linéaire qu'il avait ressentie quelques heures plus tôt se brisa en 1000 morceaux contradictoires. Il se retrouvait pris entre 2 pistes, le fleuve et le marais, le nord et l'est. Les 2 méticuleusement tracés, les 2 apparemment confirmés par les actions de son principal suspect, son esprit logique, l'outil qui lui avait toujours si bien servi, restait bloqué, paralysé. Il ne pouvait pas réconcilier la contradiction. Il se tenait près de son cheval, la cravache molle dans sa main, un homme totalement et désespérément perdu dans un labyrinthe construit par l'esprit discret et brillant d'un vieil esclave, déchiré entre 2 pistes également plausibles mais mutuellement exclusives. Crow prit une décision. Il suivrait la preuve tangible. Le morceau solide de fer qu'il tenait toujours en sa possession. L'oiseau n'était que folklore, un rituel, quelque chose provenant du monde superstitieux des esclaves qu'il méprisait.
La clé était métallique. C'était de la mécanique. C'était un produit du monde blanc du commerce et de l'industrie, un monde qu'il comprenait. Il irait à Vicksburg. Il trouverait la Morning Star Line. Et il briserait leur mur de silence. Il quitta la plantation Beaumont avec un sentiment renouvelé, bien que fragile, de détermination. Un homme poursuivant un fantôme en remontant le fleuve. Son arrivée à Vicksburg fut une descente dans un monde de vapeur, de sueur et de suspicion. Les quais étaient un chaos de balles de coton, de tonneaux de mélasse et de piles de bois. L'air était épais, chargé de l'odeur de fumée froide et d'eau du fleuve. Crow passa des jours là-bas, figure solitaire et sombre, se déplaçant parmi les foules bruyantes. Il montra son dessin méticuleux de la clé à quiconque voulait l'écouter. Capitaine, ingénieur, marin, agent de la compagnie. Il fut confronté à un mur uniforme et inflexible de silence. Les hommes de la Morning Star Line, un groupe clanique aux lèvres scellées, regardaient son dessin, impassible, secouaient la tête. Ils n'avaient jamais vu un tel outil. Leur machine utilisait un système différent. Le forgeron devait s'être trompé. Ils étaient polis, mais leurs yeux étaient froids et leur dénégation absolue. La compagnie était une communauté fermée, une forteresse de secrets, et elle protégeait les siens avec une loyauté farouche et tacite. La frustration de Crow grandissait chaque jour, se transformant en une rage amère et impuissante. Il avait été si sûr de lui, si proche de démêler toute la conspiration. Maintenant, il flottait à la dérive dans un océan d'escaliers vides et de mensonges plausibles. La combinaison de la tromperie magistrale d'Elias sur la plantation et de la solidarité impénétrable des marchands fluviaux l'avait complètement battu. Il n'avait aucune preuve, aucun témoin, rien d'autre qu'un dessin de clé que personne ne reconnaissait et une histoire que personne ne pouvait confirmer. La piste n'était pas simplement refroidie. Elle avait disparu comme si elle n'avait jamais existé. Il retourna à la plantation Beaumont quelques semaines plus tard, un homme amer et vaincu. Le feu dans ses yeux avait été remplacé par un vide morne et hanté. Il avait été surpassé, déjoué et manipulé. La clé, qu'il portait toujours dans sa poche, n'était plus un symbole d'énigme à résoudre, mais un rappel constant et lourd de son propre échec, un monument au seul esclave qui avait simplement disparu hors de sa portée. 2 années passèrent, les saisons tournèrent, et la plaie béante causée par l'incendie à la plantation Beaumont commença lentement à se cicatriser, recouverte par le vert implacable de la nouvelle végétation. Dans une petite maison soignée d'une communauté tranquille de Noirs libres et d'abolitionnistes Quakers dans le sud de l'Ohio, une femme s'agenouillait dans son jardin, les mains enfouies dans la terre riche et sombre. Le soleil de fin d'après-midi chauffait son dos, une présence douce et accueillante. Elle s'occupait d'une rangée de plants de tomates vigoureux, ses mouvements confiants et paisibles. C'était Anna. Les traits de peur constante et de soumission épuisée gravés sur son visage avaient disparu, effacés et remplacés par une force tranquille, une paix profonde et stable. Elle n'était pas seulement libre. Elle prospérait. Elle ne se contentait pas de survivre. Elle était chez elle. Tandis que se doit travailler la terre, les souvenirs de son périple, autrefois source de terreur, lui revenaient maintenant comme un témoignage de sa propre force. La véritable histoire de sa fuite, connue seulement d'elle et d'une poignée de héros silencieux, se déroulait enfin dans tous ses détails brillants. L'incendie avait été la grande diversion, le spectacle chaotique qui attirait tous les regards pendant qu'elle s'éclipsait dans l'obscurité. Le morceau de tissu près du fleuve, si soigneusement placé par Joseph, avait été la première couche de désinformation, un faux récit pour les chiens et les chasseurs. L'oiseau en bois, le dernier coup magistral d'Elias, était la seconde, une histoire conflictuelle conçue pour briser la logique de Crow et l'envoyer poursuivre des échos dans la mauvaise direction. La clé avait été réelle. Elle avait été son passeport, mais jamais destinée à un bateau à vapeur. La nuit de l'incendie, alors que les flammes grimpaient voracement dans le ciel, Anna ne se dirigea pas vers l'ouest, vers le fleuve. Elle se dirigea vers l'est, comme l'oiseau en bois le suggérait plus tard, mais seulement sur une courte distance, jusqu'à un point de rendez-vous préalablement convenu dans un épais bosquet de cyprès. Là, elle fut accueillie non par un capitaine de bateau, mais par un fermier Quaker d'Ohio au visage austère, prétendant être un marchand ambulant, sa charrette remplie de poteries et d'articles ménagers. Son passage avait été arrangé des mois à l'avance par le prédicateur méthodiste ardent qui lui avait donné la clé. Il était écrivain itinérant pour le Seigneur, mais aussi conducteur sur le chemin de fer clandestin. Le fermier posa une seule question codée. Anna répondit avec la réponse qu'elle avait mémorisée. Sans un mot de plus, il lui montra un compartiment secret qu'il avait construit dans le plancher de sa charrette, un espace à peine assez grand pour qu'elle puisse y allonger, sombre et suffocant, caché sous un faux fond et une pile de peau en argile. Pendant des semaines, elle voyagea dans cette obscurité, le grondement des roues de la charrette pour seule compagnie. Il se déplaçait lentement, délibérément, de maison sur maison sûre, une chaîne secrète de ferme,
de caves et de pièces cachées s'étendant sur des centaines de kilomètres de territoire hostile. À chaque arrêt, en pleine nuit, elle était sortie, raide et tremblante, en présence d'étrangers, un nouveau visage silencieux et déterminé. À chacun d'eux, elle présentait la clé de fer. C'était le signe prouvant qu'elle était celle qu'ils attendaient. La clé n'ouvrait pas un moteur de bateau, mais les portes du réseau, la confiance de ce courageux étranger qui risquait tout pour l'aider. Le génie complet de son plan résidait dans ces couches de tromperie. Une toile de mensonges conçue pour protéger une seule vérité précieuse. Elle avait envoyé ses poursuivants dans une chasse folle vers le nord, le fleuve, vers l'est, le marais, tandis qu'elle se déplaçait en secret vers le nord, dans le ventre d'une charrette en bois. La clé de fer, sa compagne silencieuse et constante. Les années passèrent à la plantation Beaumont. Le monde continuait, mais le fantôme de Hannah Grayson demeurait. Master Beaumont, ayant perdu une fortune dans l'incendie, ne se remit jamais complètement. Sa richesse et son esprit s'étaient amenuisés, et il sombra dans un état permanent de mélancolie et d'apitoiement. Crow restait sur la plantation en tant que contremaître, un homme vidé par son échec. Il était aussi cruel et efficace que jamais. Mais la certitude, la croyance absolue en sa propre autorité, avait disparu. Il était hanté par l'énigme qu'il n'avait jamais pu résoudre, l'esclave qu'il n'avait jamais pu briser. Il portait toujours la lourde clé de fer dans sa poche. Son poids était un fardeau familier, son métal froid un rappel constant de la femme qu'il avait surpassée et avait disparu dans leur poing. Elias était maintenant très vieux, le dos courbé, les mains noueuses par l'âge. Il passait la plupart de ses journées sur le petit porche de sa cabane, sculptant ses petits oiseaux en bois. Sarah, la jeune femme qui lui avait un jour demandé si Hannah était partie, maintenant mère d'un jeune garçon jouant dans la poussière à ses pieds, s'asseyait souvent avec lui le soir. « Penses-tu parfois à elle, Elias ?» demanda-t-elle un soir, la voix douce. « À Hannah ?» Elias leva le petit oiseau parfaitement sculpté qu'il venait de finir, ailes grandes ouvertes pour le vol. Il le regarda longuement avant de répondre. « Chaque jour, dit-il d'une voix de murmure sèche, comme des feuilles qui glissent sur un sol dur. Il raconte encore son histoire au bord du fleuve. Ils disent qu'elle s'est transformée en esprit de feu et s'est envolée dans la fumée. » Sarah observa son visage dans la lumière déclinante. « C'est ce que tu crois ?» demanda-t-elle doucement. Elias détourna le regard de l'oiseau et regarda au-delà des champs, au-delà des ruines de la maison de pressage, vers l'horizon nord lointain. Un sourire lent, profond et profondément satisfait se dessina sur son visage ancien. Un sourire de victoire pure et tranquille, dit-il d'une voix retrouvant soudain une force surprenante. Hannah avait appris à voler bien avant cet incendie. Le feu n'avait été que le jour où elle décida de montrer ses ailes au monde. C'était un moment de triomphe silencieux et profond. La légende avait fait son œuvre. Elle avait protégé la vérité. Et la vérité, savait-il, était plus puissante et plus incroyable que n'importe quelle légende. Elias, le gardien du secret, le grand maître silencieux, avait gagné sa partie. Les années se transformèrent en décennies. Les ruines de la grande maison de pressage de coton furent lentement, inexorablement reprises par la nature. Les vignes grimpaient sur les poutres calcinées, et des fleurs sauvages poussaient là où la grande vis avait autrefois été. À la périphérie de Natch moderne, un panneau historique fut finalement placé près du site. Il mentionnait la plantation Beaumont et le grand incendie de 1842. Il concluait par une brève mention aseptisée de la légende locale de l'esclave censé avoir disparu dans les flammes, exposée dans un musée à Jackson, Mississippi. Derrière une vitre épaisse se trouvait une seule clé de fer lourde. Son étiquette était simple et austère. Clé d'origine inconnue trouvée dans les cendres de l'incendie de la plantation Beaumont, 1842. Elle n'offrait aucune réponse, seulement le mystère silencieux et durable. La dernière image était celle d'un oiseau unique prenant son envol depuis la branche d'un cyprès, s'élevant dans un ciel vaste et sans fin, ses ailes captant la lumière d'une aube nouvelle. Hannah Grayson ne fut jamais retrouvée. Son nom devint un fantôme, un murmure de défi au cœur du vieux Sud. Une histoire racontée pour effrayer les propriétaires d'esclaves et inspirer les esclaves. Pour certains, elle était une incendiaire ayant rencontré un destin cruel et mérité dans les eaux tumultueuses du Mississippi. Pour d'autres, elle était un esprit de feu, un être surnaturel, une légende née des cendres de sa propre oppression. Mais la vérité était bien plus puissante, bien plus humaine. Elle était une femme qui refusait d'être victime de ses circonstances. Elle était une architecte qui avait conçu sa propre liberté avec le feu et l'acier, avec patience et intelligence brillante et calculée. Elle n'avait pas disparu. Elle était simplement devenue libre. Et son histoire,